investir 2-3 000 euros dans une formation que de perdre 15 000 euros dans un mauvais investissement. Vraiment. Si dans ton mindset, t'as pas 3 000 euros à investir sur toi, commence à investir sur ton mindset. Et plutôt que de rester coincé derrière ton ordinateur parce que tu trouves pas d'annonce rentable, visite en fait. Visite parce que on a aussi cette pression, en tout cas moi je l'avais au départ, cette pression de je vais paraître ridicule, je vais poser des questions un peu cons, mon discours va pas être assuré, etc. Oui, mais si tu fais pas de visite, ton discours sera jamais. Alors déjà, je voulais savoir pourquoi tu t'es lancée dans l'immobilier. Ah, c'est marrant ça comme question. C'est très marrant comme question. En fait, si je reviens très loin, c'était pas prévu au programme ça. Si je reviens très loin, genre une quinzaine d'années en arrière, j'étais un peu à un tournant de ma carrière où je me plaisais plus trop où j'étais. À l'époque, j'étais chargée de communication et événementiel dans une société. Je me cherchais un peu et j'ai postulé dans des agences immobilières pour être agent immobilière, quoi, agent immobilier. Euh, Sauf qu'à l'époque, je ne le savais pas. Alors, j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, mais à l'époque, je ne le savais pas. Quand tu es agent immobilier, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais t'es à ton compte, t'as pas de salaire minimum, c'est une vente, fais ton salaire. Donc, pas de vente, fais pas de salaire. Et donc, à l'époque, j'ai eu très très peur de ça. Donc, j'ai complètement mis ça de côté, mais tu vois, il y a 15 ans, 20 ans, déjà, l'immobilier m'était passé par la tête. Et puis, comment c'est arrivé quelques années plus tard, je saurais pas te dire comment c'est revenu chez moi, mais c'est la rencontre d'aujourd'hui d'un influenceur qui est très connu et qui a une grosse formation très très connue, qui est Yann Darwin, que je suivais sur les réseaux et qui m'a inspiré à la fois l'envie de plus d'indépendance financière, mais aussi l'envie de créativité parce que, en tout cas, la manière dont je le vois, l'immobilier, c'est acheter des trucs tout pourris et se projeter sur ce qu'on peut faire avec. Donc il y a un gros côté créatif et projection. Et pour la petite histoire, moi je viens d'une formation artistique, j'ai fait une école d'art, donc voilà, la boucle est bouclée. C'est marrant que tu parles de créativité parce que j'imaginais pas du tout une place créative dans l'investissement immobilier, mais alors pas du tout. Et Bah, moi, ce qui fait plutôt peur, c'est le côté financier, tu ouais, vois. mais je pense qu'il y a différentes personnalités. Il y a autant d'investissements que d'investisseurs et il y a autant de stratégies que d'investisseurs. Je pense que pour certains, l'investissement immobilier est purement financier et purement business. Pour d'autres, c'est la sécurité de la retraite ou potentiellement j'achète un appart par enfant, c'est l'héritage. Je pense qu'il y a autant de démarches que d'investisseurs, quoi. Donc en fait, toi, tu as envie de t'éclater, développer ta créativité, Ouais, innover par le biais de l'investissement immobilier. tout à fait. Et si par la même occasion, parce qu'évidemment il y a un fonds financier derrière, mais si par la même occasion ça peut m'aider à en vivre, C'est bonus. Ouais, c'est même recherché. Hein. ouais, c'est logique. L'idée, c'est quand même de faire de l'investissement rentable. Ok. Et justement, tu parles de rentabilité. Et moi, je me dis, si demain je devais investir, j'aurais trop peur de faire un mauvais investissement, parce que c'est des grosses sommes d'argent, c'est aller voir les banques, etc. Et du coup, comment tu fais pour éviter ces problématiques-là, en fait? La problématique de quoi de faire Un mauvais investissement, par de exemple. choisir un mauvais Ouais. investissement. Mm. Déjà, tu te formes. Pour commencer, c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contenu gratuit, il y a quand même beaucoup de choses que tu peux trouver sur Internet. Donc, quand je te dis tu te formes, t'es pas forcément obligé d'acheter une formation à 5 000 euros. Même si, évidemment, entre les contenus que tu vas trouver sur Internet et une vraie formation structurée et encadrée, personnellement, je trouve qu'il y a une vraie différence. J'ai fait le choix de me former pour être sûre de ne pas faire de bêtises parce que tu as aussi
cet effet de ceinture bretelle, c'est-à-dire, imaginons, moi je trouve un appart, j'ai la sensation qu'il est rentable. Si je suis dans une formation et entourée, alors je peux quand même faire valider le principe par mes mentors, entre guillemets. Mais si demain tu devais visiter un appartement, admettons un studio, parce que tu te dis que tu veux louer ce petit studio à un étudiant, qu'est-ce que je pourrais te conseiller pour vérifier que tu ne te trompes pas? C'est de faire une étude de marché. Donc une étude de marché, il y a plusieurs moyens de le faire. À la fois sur la ville, imaginons, alors Lyon est un très mauvais exemple, mais parce que c'est très difficile d'avoir quelque chose de rentable à Lyon. Mais imaginons Lyon, est-ce que c'est une ville étudiante? Est-ce qu'il y a beaucoup de studios sur le marché? Si oui, est-ce qu'il reste longtemps à la location? Donc est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Si il reste beaucoup sur le marché, par exemple, tu repères un studio et depuis 2 mois il est à la location, tu vois qu'il se loue pas. Pourquoi? Donc ça peut être un critère. Est-ce qu'il est neuf? Est-ce que c'est un vieux truc? Est-ce qu'il est trop cher? Et pour ça, potentiellement, tu peux écrire au propriétaire pour comprendre pourquoi son appartement se loue pas. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça, pardon, pour vérifier si tu te trompes pas. Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de finalement pas pas t'engager sur un bien parce que justement, suite à l'étude de marché, tu t'es dit ça va pas le faire, quoi? Alors non, mais il m'est arrivé de changer de stratégie en plein milieu parce que j'ai acheté un appartement de 100 mètres carrés dans lequel je voulais faire une colocation de 4 chambres. Et au moment de... C'était juste après la signature de compromis, je crois. Je me dis, bon, je vais quand même faire des annonces tests. Des fausses annonces, je devrais pas dire ça, mais des annonces tests pour voir le répondant quand même du marché. Il y avait des colocations sur ma zone géographique. Enfin, tout me semblait être validé. Des écoles supérieures dans la ville, plusieurs, donc des étudiants, plusieurs rentrées, une rentrée en septembre, une rentrée en janvier. Donc je me suis dit, voilà, s'il y a un colloque qui part en milieu d'année, c'est assez facile de retrouver un autre colloque. Bref, je fais ces annonces tests. Et je sais pas pourquoi, sûrement mon sixième sens me pousse à faire à la fois une annonce pour de la coloc et à la fois une annonce pour un studio. Pour voir la différence en fait de répondants. Et il se trouve que j'ai quasiment aucune demande pour la colocation et beaucoup de demandes pour le studio. Donc tu vois là je me dis bon, ça veut pas dire que je vais pas réussir à louer mes chambres en coloc, mais ça veut probablement dire que je vais avoir plus de difficultés avec cette stratégie là de colocation plus qu'avec la stratégie de studio indépendant ou en tout cas d'habitat indépendant. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis mis dans la peau d'un étudiant et j'ai été contacter les propriétaires pour avoir un petit peu le répondant côté étudiant. Puis, en tant que moi, Marie, j'ai contacté ces mêmes propriétaires en leur disant, bah voilà, j'ai un appart, je sais pas trop quoi en faire, je pensais le mettre en colocation, est-ce que vous êtes d'accord pour me faire votre retour sur expérience? Vous, en tant que propriétaire qui loue l'appartement. Et à ce moment-là, il en est quand même ressorti que, au fur et à mesure des années, ils avaient plus de difficultés à louer leur chambre, que les grosses colocations avaient toujours des chambres vacances, contrairement aux plus petites colocations de 2 ou 3 chambres, par exemple. Donc en fait, tous ces éléments réunis m'ont amené à me dire que la stratégie colocation était peut-être pas la meilleure. Alors, probablement pas la mauvaise, hein, mais pas la meilleure par rapport à des logements indépendants. Donc, j'ai changé ma stratégie en plein milieu, en tout cas au début du projet, pour faire une division. Donc si je comprends bien, il ne faut pas hésiter aussi à se réadapter, à changer ses plans pour se dire, ok, en fait, peut-être que je ne vais pas m'entêter à faire comme je l'avais imaginé à la base, si ça ne répond pas aux besoins. Et puis du coup, je vois que toi, tu es allé interpeller les gens, tu es allé faire tes propres recherches et c'est ce qui t'a amené à ça. Donc il faut un peu pousser l'étude au maximum pour prendre le moins de risques possible, en fait. En fait, s'il y a un truc qu'il faudrait retenir, c'est que
même si c'est nous qui achetons l'appartement ou l'immeuble ou la maison ou peu importe, hein, on n'achète pas pour nous, on achète pour nos futurs locataires. Donc de quoi ont besoin nos futurs locataires dans la zone précise. Évidemment, là je parle d'une ville un petit peu dynamique. Si on est en pleine campagne, on va peut-être plus s'adresser à une famille avec des enfants. Donc qu'est-ce qu'a besoin cette famille avec des enfants? Un extérieur, pas d'extérieur, un garage, pas de garage, de l'espace. Voilà, on n'achète pas pour nous. En Mm. tout cas, dans cette démarche-là, quoi. Et du coup, tu penses que c'est ça la clé aussi pour proposer des biens intéressants qui vont se louer, qui vont fonctionner ou qu'on va te racheter derrière, etc. quoi. C'est ça la clé. Et il y en a une deuxième, c'est la concurrence, évidemment. Parce que l'investissement immobilier, on en parle de plus en plus. C'est de plus en plus démocratisé. Mais du coup, bah, pour nous qui allons louer des appartements ou des chambres ou quoi que ce soit, on a de plus en plus de concurrence sur le marché. Donc il y a à la fois de quoi ont besoin les gens sur quelle est la demande de ta zone géographique et quelle est l'offre de ta zone géographique pour essayer de se démarquer et de proposer autre chose, quoi. Si tu es dans une zone où tous les biens sont vieillissants, pas forcément pourris, mais juste vieillissants, et que toi tu proposes un bien qui est refait complètement à neuf, forcément ça va donner envie à ta cible, quoi. Ouais, donc il faut aussi se démarquer de ce que les concurrents peuvent proposer. Et proposer, j'imagine, des biens de qualité, parce que pour avoir été locataire, avoir eu plusieurs appartements en ville, du coup, on se rend compte qu'il y a vraiment des différences suivant les appartements dans lesquels on Ouais. est. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une volonté du propriétaire de faire en sorte que le locataire se sente bien chez lui. Il y a toute la relation aussi qu'on peut avoir avec le propriétaire. Moi, Ouais. j'ai eu des propriétaires qui étaient complètement absents ou qui passent par des agences, donc qui sont pas accessibles. Et puis, c'est des Ouais. fois difficile de communiquer avec les agences. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi des propriétaires hyper accessibles qui sont toujours là s'il y a besoin pour venir voilà, réparer quelque chose. Enfin, ils ont besoin d'être Ouais. informés. Ça se voit qu'ils veulent que je me sente bien dans le logement, mais en même temps, Ouais. j'ai l'impression qu'ils veulent que leur logement aussi, Ouais. il continue à avoir de la valeur, ils sont en bon état, etc. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Quel est ton positionnement sur... Bah, là encore, il y a autant de propriétaires que d'appartements. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai vécu un déménagement la semaine dernière qui m'a un peu choquée parce qu'en fait, ce propriétaire-là, en l'occurrence, n'a pas du tout la même vision que celle que j'ai. Pour répondre à ta première question, enfin non, à ta dernière question plutôt, moi, ma vision, c'est euh, plus je mets mon locataire dans de bonnes conditions et plus mon locataire va respecter l'environnement que je lui propose. Donc, si je lui livre un appartement qui est nickel, qui a été repeint, que la télé a pas 10 ans, que je sais pas moi, que le four est propre, que il arrive, il a pas besoin de faire le ménage parce que l'appartement est nickel, je sais pas, qu'il est bien équipé, il va pouvoir y trouver du fer à repasser jusqu'à, je ne sais pas, voilà, quelque chose où la personne a juste à poser ses valises. Il y a quand même de grandes chances que cette personne respecte les lieux. Après, il y a aussi le choix du locataire, hein, mais il y a quand même de grandes chances que cette personne respecte les lieux. Et si en plus de ça, la relation que je crée avec ce locataire est bienveillante et disponible, j'ai aussi de grandes chances que le locataire, si demain il y a une fuite sur l'évier de la salle de bain, il m'appelle directement pour dire qu'est-ce que je dois faire. Et à ce moment-là, à moi de lui dire si c'est à lui de se débrouiller ou si je préfère envoyer venir si je suis capable de réparer ou de l'aider ou envoyer mes artisans. C'est exactement ce que moi j'ai vécu avec mon propriétaire. J'ai un propriétaire parce que pour ma résidence principale, je suis toujours locataire. Ça aussi, c'est des stratégies, mais bon, c'est pas le sujet. Et mon propriétaire, en l'occurrence, est hyper disponible. Et comme je sais que je ne vais pas le déranger, parce qu'il me fait ressentir ça, alors je n'hésite pas à lui écrire ou à lui dire voilà, il se passe ça dans l'appart, je vais faire ça, ou ne serait-ce que pour repeindre un mur. L'appart était tellement nickel que je lui ai demandé son autorisation pour repeindre un mur. Évidemment, il m'a donné son autorisation. Moi, en tant que propriétaire, je préfère avoir ce genre de relation avec un locataire. Par contre, il existe des propriétaires, je pense que c'est plutôt une autre génération où tu arrives dans des appartements, tu te dis mais c'est pas possible. Je veux dire, est-ce que toi, t'habiterais dans cet appartement?
Est-ce que tu voudrais habiter dans un appartement aussi sale, aussi peu équipé? Parce que quand tu regardes, quand tu loues un appartement en meublé, tu as une liste minimum à mettre à disposition, enfin de meubles et d'accessoires à mettre à disposition dans l'appart. Certains font le minimum syndical, sauf que clairement tu peux pas vivre avec ça. Et quelqu'un qui choisit de louer un appartement meublé, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il peut pas s'équiper, c'est qu'il débarque dans la ville, c'est que il vient juste peut-être d'avoir un emploi, il a pas trop d'argent de côté, il peut pas se meubler, bref. Ouais, il y a quand même pas mal de sujets où effectivement t'as des propriétaires qui s'en fichent un peu, souvent dans les villes à haute tension, parce que quoi qu'il en soit, leur appartement sera loué et cher. Et puis, j'ai quand même la sensation que la nouvelle génération d'investisseurs sont plutôt dans ce mood-là que j'ai adopté j'ai envie de mettre bien mes locataires pour qu'ils me le rendent et que j'ai moins de soucis à la fois de gestion et avec mon appartement et de réparation et de maintenance, etc. quoi. Et justement, tu parlais de location Ouais, meublée, pardon. meublé. Et donc tu parlais de location meublée. Et j'ai vu que c'était le cas là, pour les dernières locations Ouais. que t'avais mis sur le marché. Pourquoi meubler en fait? Pourquoi tout simplement pas faire du non meublé Enfin, je me demande qu'est-ce que ça engendre derrière en fait. Mais c'est des histoires de fiscalité. Quant à... Alors, je vais pas trop rentrer dans la fiscalité parce que c'est pas non plus ma spécialité et je suis entourée, voilà, de comptables, de fiscalistes, etc. Mais tu as des astuces en fonction de la fiscalité que tu choisis pour plus ou moins payer d'impôts sur les revenus que les locations te génèrent. Et donc le fait d'avoir un appartement meublé te permet de faire une balance, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais de faire une balance entre les travaux que tu as fait, l'investissement que tu as mis dans les meubles, etc. Pour te dire, ok, je vais donner des chiffres au hasard, mais cette année, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc de revenus locatifs, grâce au fait que j'ai fait des travaux et que mon appartement soit meublé, alors je peux amortir et rétablir la balance comptable pour faire en sorte que fiscalement, j'ai fait 0 € de recettes. Et donc, je ne paye pas d'impôt sur ces 10 000 € de recettes. Ok, donc c'est des petits calculs à faire, enfin, c'est des choix finalement Ouais, au moment où enfin des choix stratégiques au moment où tu te dis, bon, soit je fais un meublé, mais je vais jusqu'au bout, je le meuble avec soin, etc., pour que le locataire soit bien, ouais. soit je fais du non meublé et c'est ok, c'est Ouais, comme ça. Ouais. tout dépend de ta stratégie en Mm. fait initiale. Pourquoi tu fais de l'investissement meublé? De l'investissement locatif, pardon. C'est quoi ta stratégie? Est-ce que l'objectif c'est d'avoir une source de revenus supplémentaire? Est-ce que l'objectif c'est un héritage? Est-ce que voilà, et puis plus t'as d'appartements et plus tu diversifies aussi tes stratégies. Donc Ok. Oui, puis tu peux tester des choses aussi différentes, ouais, j'imagine. ouais. Mais le grand classique quand même chez l'investisseur, et peut-être parce que c'est le plus accessible fiscalement au départ, ça reste le meublé, que ce soit de la colocation, hein, parce que la colocation ça reste du meublé, que ce soit un studio, un T2, un T3, s'il est meublé, c'est du LMNP, ou que ce soit de la location courte durée. La location courte durée, c'est du meublé aussi. Tu disais LMMP, qu'est-ce que ça veut dire? Location meublée non professionnelle. Ok, En c'est fait, quoi? dans le meublé, tu as plusieurs fiscalités. C'est soit tu es considéré comme un particulier qui fait de la location, soit tu es considéré comme un professionnel qui fait de la location. Et là encore, tu as une fiscalité différente. Évidemment, plus avantageuse pour les particuliers. Et donc, comment l'État et comment les impôts font la différence, c'est euh, par rapport à tes revenus salariés et les revenus que génèrent tes locations. Tu dois avoir un équilibre si tu veux. Ton activité principale doit toujours représenter la majorité de ton revenu annuel. Et si tu es considéré comme professionnel, ça veut dire que tu as une société, c'est ça? Ça Comment ça veut... fonctionne? Bah alors, là en l'occurrence, t'as pas vraiment une société mais t'as une immatriculation. Ok. Mais t'as pas une société comme une SAS, une SARL, comme tu pourrais l'entendre.
Et pourtant, tu es en LMP, pardon. Mais c'est juste que ta fiscalité sera différente, tes abattements seront différents et tu seras un peu moins avantagé, quoi. Ok, d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais des locataires. Donc j'ai bien compris qu'il y avait une posture à avoir quand on est propriétaire avec des choix, des stratégies, etc. Ouais. Mais les locataires, comment tu les choisis? Comment tu fais pour prendre le moins de risques possible? Parce que ça arrive, les loyers Ouais, impayés. bien Ça sûr, peut mettre en difficulté, j'imagine. clairement. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour éviter que ça arrive, justement? Ou pour bien choisir le locataire idéal? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a comment choisir le locataire et comment sécuriser ton loyer. Dans ta question, moi, je la divise en deux. Ok. Donc, comment choisir ton locataire? C'est tout bête. Il y a un côté très émotionnel et il y a un côté très pragmatique. Je vais commencer par le côté très pragmatique. Ton loyer, il est de 500 euros. Il faut que la personne qui candidate à ton appartement puisse payer ses 500 euros de loyer. On part du principe qu'il faut à peu près 3 fois le loyer pour pouvoir vivre correctement. Donc ça veut dire qu'il faut que tu vérifies ça déjà. C'est quoi ta source de revenus, c'est quoi ta situation. Si tu es étudiant ou si tu as une situation un peu moins stable, on va dire, est-ce que t'as qui va payer ton loyer? Est-ce que tu as tes garants? Quelle est la situation des garants? Etc. etc. Donc là, c'est purement administratif. Si j'ai un loyer de 500 euros et que la personne qui postule gagne en CDI, je dis une bêtise, mais 1000 euros par mois, je me dis que 500 euros de reste à vivre, c'est quand même léger pour manger, pour se déplacer, pour profiter un peu de la vie. Donc, je vais me poser la question peut-être 2 fois. Voilà. Donc, il y a le côté purement administratif et après, il y a le côté purement émotionnel. Quand tu mets une annonce sur le bon coin. Alors là, je te parle en tant que propriétaire qui gère moi-même la gestion locative de mes appartements. Je vais juste éteindre mon téléphone pour éviter d'être dérangée. Et il y a le côté, je disais donc, il y a le côté émotionnel. Quand je poste une annonce sur le bon Coin ou peu importe quelle plateforme, sur quelle plateforme je vais mettre mon annonce. Moi déjà, je fais en sorte de mettre une annonce accueillante, de présenter l'appartement et de dire ce que j'attends comme présentation si toi, tu as envie d'avoir mon studio. Et je le notifie dans mon annonce, c'est-à-dire, n'hésitez pas à me contacter, à présenter votre profil, à me dire quelle est votre situation actuelle. Est-ce que vous allez vivre seul ou à plusieurs dans l'appartement? Bref, est-ce que c'est pour un temps donné ou une longue période? Bref, je demande tout ça. Et malgré tout, tu as des gens sur le bon coin, il y a un petit bouton, tu cliques dessus et ça t'envoie un message: bonjour, votre bien est-il toujours disponible? Donc ça, c'est le message automatique du bon coin. Si la personne elle fait même pas l'effort de se présenter, bon, c'est peut-être un raccourci très franc, mais tu te dis ok, elle fera le même effort dans mon appart, c'est peut-être pas ça dont j'ai envie, quoi. C'est ma manière de procéder. Encore une fois, il y a autant d'investisseurs que. Enfin, de propriétaires que d'investisseurs. Donc moi, à partir du moment où la personne elle fait même pas l'effort de se présenter, j'ai déjà un avis, je vais pas cataloguer, mais j'ai déjà un avis moins positif que par rapport à une personne qui va se dire bah bonjour, je m'appelle Marie, je suis étudiante, mais j'ai mes parents qui peuvent se porter garant, ils gagnent tant, je cherche un appartement à Rouen en l'occurrence, parce que là tu me parles de mes appartements de Rouen, mais je cherche un appartement à Rouen parce que je vais faire telle et telle études, donc je reste à Rouen pendant 2 ans et potentiellement j'aurai mon stage de 6 mois en plus derrière. Bah tu vois, la démarche elle est complètement différente. Et généralement, ces gens-là, ils vont te dire: je peux vous envoyer mes pièces justificatives, dites-moi à quelle adresse et ce dont vous avez besoin. Ben, tu vois, la démarche, elle est complètement différente et tu te dis: ok, j'ai quand même plus de chances que ce soit quelqu'un qui soit respectueux des lieux que je lui mets à disposition, quoi. Il y a cette première étape. Et ensuite, bah, il y a la visite. Comment la personne se comporte en visite? Qu'est-ce qu'elle regarde? Quelles questions elle te pose? Est-ce qu'elle vient avec ses parents si c'est un étudiant, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie émotionnelle. Et je vais revenir sur la partie pragmatique. Sur la deuxième partie de ta question, c'est
comment je sécurise le fait de ne pas avoir un impayé? Il y a des assurances pour ça, dont la GLI, garantie loyer impayé, c'est une assurance que moi je vais payer en plus en tant que propriétaire, et c'est une assurance qui va vérifier une deuxième fois le dossier de Marie qui veut louer mon studio, et qui va me dire si oui ou non elle est OK pour assurer ce candidat-là. Et si ce candidat, je touche du bois, mais finit pour X raison à ne plus payer ses loyers, alors cette assurance prend le relais et va me payer ses loyers à la place du locataire. Et après, la problématique est entre mon assurance et le locataire. Elle n'est plus entre moi et le locataire. Et ce système d'assurance, tu le prends systématiquement pour tous tes biens? Enfin, c'est une garantie qui est automatique pour toi? Pour moi, ouais. Elle n'est pas obligatoire. Hein. J'ai des amis investisseurs qui ne la prennent pas forcément et qui font confiance à leur côté émotionnel, justement, dans le choix des locataires. Moi, j'ai un profil assez sécuritaire, donc les non négligeables, ça coûte 20 balles par mois. Je préfère perdre 20 balles par mois que perdre 2 ans de loyer si j'ai un problème un jour avec un locataire. Ok, je vois. Mais du coup, en fait, c'est des petits frais, parce que tu dis finalement c'est 20 balles par mois, mais du coup, c'est des petits frais que moi, j'aurais pas imaginé, qui sont un peu les trucs à côté. Est-ce qu'il y a d'autres frais comme ça qu'on n'imagine pas forcément, mais qui font partie quand même, qu'il faut rentrer dans son budget en fait? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Et si oui, lesquels? Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte. Alors, je vais rétro-pédaler à ta première question qui est comment je fais pour trouver un bien rentable ou comment je fais pour m'assurer que je me trompe pas. Et ça répond aussi à cette question. Parce que, et contrairement à ce que va généralement, je veux pas les cataloguer, mais te dire un agent immobilier, tu as la rentabilité brute et tu as la rentabilité nette. Je vais faire des raccourcis parce qu'on pourrait faire un podcast juste là-dessus ou une masterclass juste là-dessus. Mais la rentabilité brute, c'est ok, j'achète un appartement qui coûte 200 000 euros. Le crédit va être de 1 000 euros. Si j'ai un loyer de 1 000 euros, j'ai opération blanche, ça me coûte rien. Faux. Voilà, faux. Donc, en tant qu'investisseur qui veut avoir quelque chose de rentable, tu partirais du principe que si ton crédit te coûte 1 000 euros, alors il faut que ton loyer soit de 1 200 euros et tu vas gagner 200 euros. Bah, faux. Parce que, en fait, ton appartement, il te coûte, en plus de ton crédit, les charges de copropriété. Les charges de copropriété, c'est quoi? Ça va être la taxe des ordures ménagères, peut-être l'eau froide si dans ton immeuble l'eau froide est collective, par exemple. Enfin, la gestion d'eau est collective. Peut-être le chauffage, si tu as du chauffage collectif. Ça dépend de l'immeuble, de la copropriété. La taxe foncière, tu vas la payer tous les ans, mais la taxe foncière, ça peut être 1 200 euros par an. Ça peut être 100 euros par mois, du coup. Donc ça veut dire que ton appart, ça va être 1 000 euros de crédit, plus 100 euros par mois de taxes foncières, plus peut-être 100 euros par mois de charges de copropriété. Donc en fait déjà ton appart il te coûte 1 200 euros. Ton assurance PNO, propriétaire non occupant, c'est pas des grosses charges, c'est peut-être 8, 10, 15 selon l'appartement par mois, mais il n'empêche que c'est 8, 10, 15 euros de plus que toi en tant que propriétaire tu vas devoir assurer aussi ton appartement. La garantie, la GLI dont on parlait, donc ça dépend, c'est pas obligatoire, mais tu vas avoir cette GLI. L'assurance emprunteur, toi, est-ce que les 1 000 euros, c'est avec l'assurance emprunteur de ton crédit ou sans l'assurance? Il y a plein de charges comme ça qui s'ajoutent à ton bien. Si tu fais de la location courte durée, par exemple, la personne qui arrive dans ton appart pour une semaine, faut bien qu'elle ait l'électricité, faut bien qu'elle ait l'eau, faut bien qu'elle ait Internet, peut-être Netflix si vraiment tu veux la mettre confortable. Et tout ça, c'est des frais que toi, tu dois engager en tant que propriétaire pour offrir une prestation complète à ton client ou à ton locataire. C'est des charges que toi, tu dois additionner dans ton tableau Excel et te dire en fait mon appart il me coûte pas 1 000 euros par mois, mais il me coûte 1 350 euros par mois. C'est à dire que si je veux que mon bien me coûte 0, il faut que je fasse au moins 1 350 euros de loyer par mois.
Si je veux que mon bien me rapporte un peu d'argent, bah il faut que je fasse plus que ça. Ouais, donc au final, c'est plein de petites dépenses cumulées qui sont quand même pas négligeables et qui Non, sont anticipées au oui. moment du chiffrage du bien et du prix du loyer que tu vas mettre aussi, du coup. Ouais, alors, Comment tu le reportes, ça? eh ben, dans l'autre sens, justement, c'est pas que tu vas reporter sur le loyer parce qu'en fait, il y a un marché qui est là, qui est existant, que tu peux pas modifier. C'est-à-dire que si pour un studio, mon marché dit que le loyer c'est de 500, moi je vais pas pouvoir mettre un loyer à 700 parce qu'en fait, l'opération me coûte 700. Tu vois? C'est-à-dire que les calculs, quelque part, sont pas bons. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence. Quand tu m'as posé cette question, j'ai ça qui a flashé, là, qui a popé dans ma tête. C'est la différence entre des investisseurs formés et des investisseurs non formés. Et je ne tape pas sur les doigts des investisseurs non formés parce que c'est très bien et ils avancent et ils vont apprendre de leurs erreurs, mais ils vont apprendre financièrement de leurs erreurs parce que souvent tu te dis ok j'ai mon crédit qui me coûte 1 000 euros, il faut que le loyer soit de 1 000 euros et du coup ils vont se rendre compte qu'ils vont devoir faire eux un effort d'épargne. Mais c'est une stratégie, il y en a plein qui ont cette stratégie là en tant qu'investisseur, de se dire je peux faire cet effort d'épargne de 200, 300, 400 euros par mois, mais en attendant mon bien il capitalise. Donc en fait je gagne de l'argent quand même. Sujet à part, si tu veux qu'on en reparle, on en reparle. Mais la vérité c'est que si mon studio, le loyer conventionnel c'est 500 euros, moi je vais pas pouvoir mettre un loyer de 700 euros. Donc il faut que je trouve un appart, enfin un coût d'opération qui me permette de mettre un loyer à 500 euros. Donc soit je négocie très bien à l'achat mon studio, soit je fais des travaux très malins pour qu'ils ne me coûtent pas 50 000 euros, quoi. En gros, les travaux. C'est les deux seuls leviers que tu vas avoir pour faire un achat qui corresponde à 500 euros de loyer. Ok, je vois. Et C'est justement, en amont, c'est pas ton loyer qui va varier, c'est toi, comment tu achètes et comment tu fais les travaux de ton bien. C'est pour ça que généralement, nous, investisseurs, on passe par la case négociation au moment de l'achat. ok, donc tu essayes de mieux négocier ton bien pour pouvoir t'y retrouver après par la suite, quoi. C'est pratiquement le seul levier Mm. vraiment valable. C'est un bon investissement, c'est un bon achat en fait. C'est dès le début, quoi. Ouais. Ok. Et tu parlais de travaux. Je sais que tu es bricoleuse, voilà, que tu aimes bien fabriquer certaines choses, manipuler le bois, etc. Mais bon, là, on parle pas de fabriquer une jolie table basse. Ouais. Notamment, tu parlais du bien que tu as dû diviser en trois appartements, Ouais. 3 studios. Ouais. Donc, j'imagine que quand on achète un grand appartement et qu'on doit le transformer en 3 studios, ça veut dire... ça implique quand même de gros travaux. Ouais. Et ça, par exemple, c'est quelque chose, je me dis, waouh, mais s'engager dans les travaux, ça doit être long. On n'y connaît Oui. pas forcément parce que c'est pas le métier de base, c'est Ouais. différent de l'investissement. Enfin, je me dis, ça fait partie du coup des compétences, mais de base, on peut très bien investir, mais pas être bricoleur et pas être chef de chantier. Du coup, comment tu abordes ça, les travaux? Est-ce que ça vaut le coup de s'engager sur des biens qui nécessitent parfois beaucoup de travaux, justement? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Euh, est-ce que est-ce que quand on commence, il faut investir dans des biens avec beaucoup de travaux ou avec peu de travaux? Ça dépend de ton mince de ton rapport. Voilà, je cherchais le mot de ton rapport au risque. Ça, c'est purement personnel. Selon les sujets, par exemple, moi j'ai un rapport au risque assez facile, c'est-à-dire que faire beaucoup de travaux ne va pas me faire peur, comparé à d'autres sujets où je vais être plus sécuritaire. Donc ça, c'est purement... Tout le monde va te dire, c'est ton premier investissement, prends un petit appart avec juste un peu de travaux, comme ça tu te fais la main. Bah pourquoi en fait? Si ça te fait pas peur de faire beaucoup de travaux, ou si ça te fait pas peur d'acheter un immeuble, à partir du moment où tu as sécurisé ta stratégie, tes calculs et que tu sais que ça va être rentable, évidemment. L'idée c'est pas de te planter un couteau dans le pied ou dans la main ou je sais pas comment on dit, mais moi là-dessus, j'ai pas d'idée préconçue. C'est selon ta personnalité et ton appétence ou pas au risque que tu as envie de prendre ou pas. Euh, et ensuite, là on va parler des travaux, mais c'est valable pour tous les sujets dans l'investissement.
Le fait de faire des visites, le fait d'aller démarcher des banques pour lever de la dette, le fait de faire des travaux, le fait de gérer des locataires, t'es pas obligé de tout maîtriser sur le bout des doigts. En revanche, t'es obligé de bien t'entourer. Si il y a un sujet, imaginons les travaux, moi j'aime pas du tout ça, j'ai pas du tout envie de mettre le nez dedans, parce que c'est un truc dans lequel j'ai pas envie de mettre d'effort, alors il faut que je sois extrêmement bien entourée. Moi j'avais envie de mettre le nez dedans parce que voilà, c'est justement ça, ce côté un peu créatif, c'est voilà, j'ai une surface, je dois en faire 3 appartements. Comment je crée ça. Il y a le côté technique, mais il y a le côté bien-être dans les appartements, etc. Mais potentiellement, j'aurais pu faire le choix de me dire, j'embauche une architecte qui va faire ce travail-là pour moi, et moi j'ai dû juste à lui dire à cet architecte oui ou non. Oui, ça me plaît, non, ça me plaît pas, parce que est-ce qu'on peut faire autrement? Et en l'occurrence, là, moi, je suis que le décideur ou la validation des étapes clés du projet. Mais ça, potentiellement, je peux le faire dans toutes les étapes d'un investissement. Donc, si je te raconte un petit peu comment ça s'est passé pour moi, euh, je décide que je vais faire une division, je fais des plans. Moi, je fais des plans d'intention. J'ai la chance d'avoir une amie architecte que je remercie beaucoup si elle passe par là et qu'elle voit ce que je suis en train de dire, qui regarde mes plans et qui me fait des propositions d'optimisation avec son regard d'architecte. Et je fais passer avec ces plans-là, au départ, des dizaines d'entrepreneurs. Pourquoi? Déjà, pour jauger le feeling que j'ai avec ces entrepreneurs, parce que c'est hyper important. C'est des gens, quand tu as un chantier de 2, 3, 6 mois, voire plus selon ton projet, en fait, tu vas les avoir un paquet de fois au téléphone et tu vas les voir un paquet de fois en live sur ton chantier. Donc, pour jauger le feeling et pour jauger comme un locataire. Comment l'entrepreneur vient chez moi? Qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il prend des cotes? Est-ce qu'il me pose beaucoup de questions? Pas de questions. Est-ce qu'il me fait des propositions auxquelles j'ai pas pensé? Est-ce qu'il me fait pas de propositions d'optimisation, etc. Tu vois, pareil, la démarche de l'entrepreneur, de l'artisan en l'occurrence, hein, la démarche, elle est hyper importante. Pour choisir qui va t'accompagner. C'est pas seulement un prix qu'il faut choisir, à mon sens. En l'occurrence, moi, j'ai pas pris les moins chers. J'ai pas pris les plus chers, mais j'ai pas pris les moins chers. J'ai pris ceux qui me semblaient le plus investi dans mon projet au final. Et en faisant déplacer plusieurs entrepreneurs, ça te permet une autre chose en tant que quelqu'un qui n'y connaît rien aux travaux, c'est d'écouter ce qu'ils vont te dire. Qu'est-ce que te disent les artisans? Et cet artisan, le premier artisan qui passe, va te mettre une alerte sur, je sais pas, le réseau d'eau. Le deuxième artisan qui passe va te dire attention les fenêtres, nanani nanana. Le troisième artisan qui passe va te dire là moi j'ai quand même un doute sur, je sais pas, ce mur-là, il est peut-être compliqué à ouvrir ou peu importe. Et toutes ces infos cumulées font de sacrées infos sur ton projet au total quoi. Et ensuite, ton réseau, c'est-à-dire si tu as des amis qui ont déjà fait faire des travaux et qui sont contents des travaux qui ont été faits, prends le contact de l'artisan qui a bossé chez ton ami. Va voir sur Google les avis de cet entrepreneur-là. Voilà. Il y a plein de leviers comme ça pour vérifier si un artisan a plutôt des bons avis ou pas. Et il y a aussi différents artisans t'as ceux qui vont pas du tout faire de la gestion de projet et t'as ceux qui vont faire de la gestion de projet. Ben voilà. Plus t'as envie de te débarrasser de tes travaux et de juste faire des visites de chantier, de dire oui, 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 non, oui, qu'est-ce qu'on fait, machin, plus il va falloir que tu te tournes vers des entrepreneurs, des artisans qui vont faire de la maîtrise d'œuvre, gérer le chantier. Plus toi, tu as envie d'aller sur le chantier, de comprendre ce qui se passe, d'être vraiment en lien avec les artisans, avec le plaquiste, avec le peintre, avec le cuisiniste, etc. Plus tu vas pouvoir te tourner vers des artisans mono expertise
et choisir un plaquiste, un plombier, un électricien, etc., etc. Mais c'est toi qui auras le rôle de chef de chantier. Ok. Et là, pour les biens que tu as obtenus récemment, que tu as divisé en 3 studios, comment tu as fonctionné, toi, du coup? Moi, j'ai pris une entreprise TCE, TCE tout corps d'État. Ça veut dire que c'est une entreprise qui va pouvoir gérer les travaux de A à Z, de la démolition à la peinture et à la pose de la cuisine. J'ai fait ce choix parce que les appartements sont à plus d'1 heure de chez moi, donc j'avais quand même pas possibilité avec mon travail à côté de faire des allers-retours tous les jours sur le chantier et de vérifier, etc. Donc, en passant par une entreprise tout corps d'État, j'ai embauché par la même occasion un chef de chantier qui est là pour gérer les artisans, gérer les plannings, gérer les problématiques s'il y en a. Et ce chef de chantier, lui, m'appelle pour me dire ou me fait une petite vidéo. Souvent, ça passe comme ça, photo, vidéo. Bah, voilà ce qu'on a fait cette semaine. On a pris un peu de retard là-dessus, mais on a fait comme ça. C'est plutôt le plombier qui est intervenu à la place de l'électricien, admettons. Et puis finalement, le plombier viendra la semaine prochaine. Bah, il se débrouille. C'est son chantier et il doit me rapporter ce qui se passe sur le chantier. Donc moi j'ai fait ce choix-là par sécurité, mais j'ai quand même été beaucoup sur mon chantier et très curieuse parce que j'avais envie de suivre le truc et d'éviter un maximum les erreurs, mais c'était pas forcément nécessaire. En vrai, quand t'es bien entouré, t'as pas nécessité d'aller sur ton chantier. Quasi pas. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais là, c'est le début, tu as envie aussi de comprendre comment ça fonctionne, tu as envie de bien suivre tout ça. Ouais. Et est-ce que tu as eu des aléas? Lesquels? Si oui, et comment tu as géré ça, du coup? Euh, Question très intéressante. Il y a forcément des aléas. Ça ne se passe jamais comme prévu. Et c'est pas forcément une chose négative, c'est que. Alors, non. Je reviens un peu en arrière. Ça dépend. Si t'achètes un truc où il n'y a rien à faire et que t'as que à repeindre, bon, t'as quand même peu de risques qu'il y ait des aléas. Plus tu fais des travaux, plus le risque est important. Euh, Dans mon réseau d'investisseurs, en général, on fait quand même beaucoup de travaux. Ça veut dire que généralement, on va changer les fenêtres, généralement, on va changer tous les sols, on va peut-être casser des murs, on va changer la production, la méthode de production de chauffage, d'eau chaude, etc. Pourquoi? Parce que comme on achète des appartements en ruine, généralement pour les acheter pas cher, on a beaucoup de travaux. Plus t'as de travaux, plus t'as de risques. Forcément que j'ai eu des aléas dans ces travaux-là, en l'occurrence. Et c'est là où il y a 2 choses importantes. C'est quand tu fais ton crédit bancaire, t'anticipes le fait que tu peux avoir des risques, des imprévus. Et je sais pas si tu as prévu 50 000 euros de travaux, emprunte 60 000 euros de travaux. Comme ça, si tu la dépenses pas, tu la dépenses pas, tu la rends à la banque. Mais au pire des cas, tu as quand même une enveloppe de sécurité pour aller financer des travaux qui n'étaient pas prévus. Ou tu as de l'épargne de sécurité que tu as gardé pour ça et tu es en mesure de mettre de l'argent supplémentaire si besoin. En l'occurrence, moi je me suis retrouvée confrontée à ça parce que je crée des appartements supplémentaires c'est un petit immeuble, hein, dans l'immeuble où j'ai acheté. Et on s'est rendu compte que le réseau d'eau, pas l'évacuation, mais l'autre, j'ai bouffé mon mot, mais le réseau d'eau, la distribution d'eau voilà, de l'immeuble, n'est pas assez puissante pour gérer 2 appartements supplémentaires. Donc, on a dû créer une colonne montante supplémentaire. Ça veut dire que du compteur général de l'immeuble, on a dû créer une deuxième colonne qui distribue uniquement sur mes 3 appartements pour pas pénaliser les appartements du dessous ou les appartements connectés sur la colonne principale de l'immeuble. Pour pas les pénaliser, ça aurait été moi si je prends une douche, à 18h si tout le monde prend sa douche, alors il n'y a plus du tout de pression d'eau, tu vois. Et donc on voulait éviter ça, surtout que moi je suis au dernier étage de l'immeuble.
c'est moi qui suis au bout de la chaîne, donc c'est moi qui aurais pas eu de pression d'eau. Donc ça, tu vois, typiquement, tant qu'on n'a pas cassé et qu'on voit pas la dimension des tuyaux d'eau, on le sait pas en fait. Donc, ben voilà, ça c'est un petit billet de 5 000 € qu'il faut rajouter une fois que tu te rends compte que ben, la colonne d'eau, elle n'est pas suffisamment dimensionnée et qu'il faut en créer une deuxième pour tes apparts, quoi. Ouais, donc c'est de l'argent, peut-être du temps aussi, parce que ça a peut-être un peu décalé, peut-être des Ouais, autorisations à avoir, non? Je sais pas au niveau. et, Ouais. ouais, Et ça prend aussi du temps, c'est des ouais, démarches en plus. ouais. Alors, des autorisations à avoir de ta copropriété si tu fais ça en copropriété. La division en copropriété, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Moi, on m'avait dit de pas le faire, hein. De pas Mm. partir sur ce projet parce que c'était quelque chose de compliqué. Parce qu'il faut l'autorisation de tous les propriétaires de l'immeuble pour faire des travaux qui touchent la copropriété. Bon, moi je suis un peu têtue, donc j'ai décidé que je voulais quand même le faire et j'ai pas eu trop de difficultés à obtenir toutes ces autorisations, donc ça c'est cool. Mais parce que c'est une petite copropriété. Si t'es dans une copropriété de 80 appartements, ça va devenir tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, comme je savais que je voulais diviser, j'avais anticipé le truc. Et ça, c'est à force de le faire, hein, finalement, on peut de plus en plus anticiper. J'avais anticipé le truc sur mon compromis au vendeur. J'avais dit, le compromis, c'est une condition suspensive, donc le compromis devient caduc si je n'obtiens pas toutes les autorisations de la copropriété pour faire une division en 3 lots de cet appartement et donc pour faire tous les travaux qui pourrait y avoir en conséquence de cela. Et j'avais anticipé le fait que on aurait probablement besoin de modifier les réseaux secs et humides, donc électricité, eau, de probablement avoir des autorisations de l'urbanisme, etc., etc. Donc moi, ça me laisse généralement entre le compromis et la signature définitive. Généralement, tu as 3 mois, donc moi, ça me laisse 3 mois pour avoir toutes ces autorisations. Si je les ai pas, ça m'autorise un peu à repousser la signature définitive jusqu'à avoir toutes ces autorisations. Donc en fait, le moment, je savais pas que j'allais avoir ces problématiques, mais le moment où j'ai découvert que j'avais besoin de mettre une colonne montante supplémentaire, je l'avais déjà cette autorisation de la copropriété. Donc non, ça m'a pas retardé, mais oui, ça m'a coûté de l'argent. Ok, je vois. Et donc j'avais une question aussi. Imaginons que demain, je veuille acheter mon premier bien. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tout simplement. T'es formé ou t'es pas formé? Imaginons que je sois pas du tout formée, parce que c'est pas le cas, justement. Ouais. Alors, te connaissant, et je ne proposerai sûrement pas la même chose en fonction des personnalités de chacun, mais te connaissant, déjà, moi, je te conseillerais de te former parce que c'est trop important de connaître comment calculer la rentabilité d'un bien, comment faire une étude de marché et comment... je vais même pas parler de fiscalité parce que pour moi, c'est un non-sujet parce que tu peux être très bien entouré et t'as pas la nécessité d'être un expert là-dedans. Et comment choisir ton bien en fait, tu vois. Et ça, dans les formations, tu vas au fond du sujet et probablement que t'auras pas tout ce genre de détails-là dans des contenus gratuits. Ok. Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est un apport de valeur essentiel pour ne pas se planter et financièrement et dans l'offre que tu vas... C'est comme un business. Demain, tu vas créer ta société. Est-ce que le produit que tu as en tête, les gens en ont besoin et à quel prix et combien toi il faut que ce produit-là te coûte pour que tu puisses faire une marge? En fait, c'est exactement la même réflexion. Donc, même si c'est une petite formation, parce qu'évidemment, il y a des formations plus ou moins profondes, même si c'est une petite formation, pour moi, c'est hyper important. Il vaut mieux investir 2 000 à 3 000 € dans une formation que de perdre 15 000 € dans un mauvais investissement. Vraiment. Si dans ton mindset, t'as pas 3 000 € à investir sur toi, commence à investir sur ton mindset. Te connaissant, je sais que tu serais capable d'investir sur toi. La deuxième chose que je te proposerais, c'est de choisir une formation dans laquelle il y a un accompagnement. C'est-à-dire dans lequel tu auras un formateur, un mentor, un coach, peu importe, qui sera là pour t'accompagner. Tu es en phase de visite,
t'as le moindre doute, t'as quelqu'un à qui parler, à qui poser tes questions pour lever tes doutes. T'es en phase de recherche d'un financement, tu sais pas comment présenter ça à ta banque, t'as préparé un petit document, alors t'as quelqu'un à qui montrer ça pour qu'il t'élève dans ta démarche, tu vois. T'as fait ton étude de marché, t'es persuadé que le bien que t'as trouvé, l'offre est acceptée, t'es persuadé que ça va fonctionner. Est-ce que t'es pas dans un biais de confirmation émotionnel? C'est ça le plus difficile. C'est quand même bien au départ, évidemment, parce qu'après, voilà, hein, tu rationalises de plus en plus, mais c'est quand même bien au départ d'avoir quelqu'un qui puisse t'accompagner. Donc, soit c'est dans ta formation et c'est compris dans ta formation parce que ça existe, soit rapproche-toi de quelqu'un qui va pouvoir te coacher, pas te former, te coacher, te faire te poser les bonnes questions ou te dire attention, est-ce que tu as vérifié ça, 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 ça. Soit une dernière possibilité, c'est crée-toi un réseau d'investisseurs. Crée-toi un réseau de gens, plus largement, qui est exactement dans le même chemin, dans la même démarche que toi. Donc, des personnes qui veulent investir. Et idéalement, qui sont un petit peu plus avancés que toi dans la démarche. Parce qu'ils auront déjà eu ces questions ou ils auront déjà fait des erreurs qui pourraient t'éviter de faire s'ils te les racontent. Ok, ouais, donc l'idée c'est de se faire accompagner par quelqu'un ou un groupe qui a déjà vécu les mêmes étapes que moi je Ben vais oui. vivre pour qu'il m'oriente un petit peu ou qu'il me dise non, ça vraiment faut pas y aller, ou est-ce que tu t'es posé cette question-là, celle-ci, etc. Exactement. Pour un peu anticiper les choses. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plein de paramètres qui rentrent en jeu. On a parlé des travaux, on a parlé d'études de marché, on a parlé d'aller voir les banques, etc. En fait, il y a tellement de choses à penser, à anticiper, qu'effectivement, ça peut être un bon levier pour avancer dans le projet. Je vois. Mais encore une fois, il y a autant de stratégies que d'investisseurs et il y a des vraies têtes brûlées qui vont apprendre grâce au réseau, au contenu gratuit sur les réseaux et sur toutes les plateformes possibles et qui vont se dire bah go, selon moi, j'ai déjà suffisamment de connaissances pour me lancer, je vais faire des erreurs, ça me fait pas peur et c'est comme ça que je vais apprendre. J'en connais aussi. Alors, il y en a qui ont de la chance et qui font pas d'erreur. Enfin, de la chance, non, j'ai pas envie de dire ça, mais il y en a qui sont malins, ou en tout cas plus... Intuitifs peut-être, qui ont pris Ouais, les bonnes décisions. ouais, et qui vont pas faire d'erreur. Et malheureusement, parfois, il y a des erreurs que tu peux pas voir venir, tout simplement. Si t'as pas la connaissance, il faut pas te blâmer pour ça, mais... Donc c'est sûr que plus tu te fais accompagner, moins tu prends de risques. Ouais, je vois. Mais ça, tu vas le faire sur le premier, le deuxième, peut-être le troisième, si tu montes en difficulté dans tes investissements. Mais à force, t'apprends tellement que ça devient un automatisme, quoi. Et tu parlais du réseau d'entrepreneurs. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? J'ai vu que tu organises des événements. Enfin, qu'est-ce qui se passe du coup dans ces temps forts-là? Ouais. C'est marrant que c'est un petit lapsus révélateur pour moi parce que c'est pas un réseau d'entrepreneurs, Ok. c'est un réseau d'investisseurs. Mais pour moi, un investisseur est un entrepreneur parce qu'en fait, quand tu cibles un bien que tu veux louer, tu fais un vrai business plan en fait pour savoir si tes choix sont bons. Donc c'est marrant que tu dises réseau d'entrepreneurs parce qu'en fait c'est un lapsus révélateur pour moi. Parce que tu peux pas être investisseur si au fond de toi t'es pas un peu entrepreneur. Et tu peux être un entrepreneur tout en ayant un CDI à côté, hein. C'est pas du tout le sujet d'ailleurs. Mais et de manière globale, alors oui, moi j'organise tous les mois des soirées pour réunir des investisseurs autour d'un verre à boire, de quoi grignoter, pour qu'on puisse avoir un moment d'échange entre investisseurs. Regarde, là, un exemple concret. Toi, t'es très curieuse, mais imaginons, je te raconte mes petites affaires d'appart. Tiens, je viens de trouver une nouvelle maison, un machin, un truc. Ok, tu vas m'écouter, mais tu vas pas me comprendre, tu vois, parce que t'es pas dans ce milieu-là. Encore pire, si je parle de ça à ma famille,
elle va projeter sa peur sur moi, c'est-à-dire oh là là, elle va s'endetter, le locataire va même pas payer les loyers si ça se trouve, comment elle va faire pour payer le crédit, etc. Donc, et c'est pas malveillant, mais ma famille va projeter sa propre peur sur moi et va m'envoyer des choses négatives dont j'ai pas besoin dans mon parcours. Alors que dans ce genre de réseau, puisque je vais parler à des gens qui font exactement la même chose que moi, pardon, euh, ils vont avoir la même manière de penser. Donc déjà, on va avoir des termes un petit peu voilà, liés à l'investissement, on va se comprendre. Et deux, si moi j'ai une peur que j'identifie et que j'évoque à quelqu'un, un investisseur qui est en face de moi, lui, il va pouvoir rationaliser ça à ma place. Parce que si j'ai peur, pourquoi j'ai peur? Parce que je mets de l'émotionnel. Mm. Parce que c'est mon cerveau, de manière complètement inconsciente, et c'est là où on parle plus de psychologie ou de... Voilà, hein, mais de façon complètement inconsciente, j'ai peur parce que ça me rappelle une situation vécue, consciente ou inconsciente. Et ben, Perrine, en face de moi, qui est investisseuse comme moi, elle l'a pas cette peur, donc elle va pouvoir me la rationaliser, pardon, et me faire redescendre en température, me refaire redescendre en tension, me donner des chemins pour aller explorer ça avec une vision différente, avec un regard différent. Donc, ces soirées d'investisseurs, elles sont intéressantes pour ça. On se raconte nos petites aventures quotidiennes, nos peurs, nos craintes, nos difficultés finalement. Et l'autre en face, généralement, va avoir un regard différent ou va avoir déjà vécu ça. Donc va pouvoir t'apporter une réponse. Et généralement, dans ces soirées-là, moi en tout cas, j'en profite, mais c'est généralement comme ça que ça se passe dans tous les réseaux. J'en profite pour faire intervenir quelqu'un, c'est-à-dire que pendant 30 minutes, généralement, soit un investisseur va présenter une opération qu'il a fait, soit un expert va présenter son expertise métier. Donc ça peut être quelqu'un qui fait des travaux, un plaquiste, quelqu'un qui fait de l'audit énergétique, une conciergerie par exemple, donc spécialisée dans la courte durée, peu importe, va présenter son métier. Et donc c'est de l'apport de valeur aux autres investisseurs qui sont là et ça crée une discussion autour d'un thème donné, tu vois. Colocation par exemple. Une investisseuse qui va venir présenter sa colocation, comment elle a géré ça, comment ça tourne au quotidien, etc. Voilà. Ok, je vois. Et ça fonctionne bien, ce réseau d'investisseurs? Est-ce qu'il y a du monde? Ouais. Qu'est-ce que t'en ressors, toi, de tout ça Alors moi, je suis plutôt team petit comité. Parce qu'en fait, s'il y a trop de gens, je peux pas parler avec tout le monde en une soirée et je suis frustrée de ça, pardon. Mais oui, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Il y a, franchement, sur Lyon, hein, puisque nous on est à Lyon, si tu as envie de faire 5 6 soirées par mois de réseautage dans l'immobilier, c'est possible. Donc tu vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de demandes, quoi. Ok. Et pour moi, c'est primordial. C'est la suite de ton apprentissage, en fait, en quelque sorte. Mm. Même si tu es investisseur expérimenté, tu apprends toujours des autres et des autres projets, des autres histoires, des experts que tu connais pas encore. Et d'ailleurs, dans ce genre de réseau, c'est comme ça que tu peux trouver tes futurs artisans, ton futur banquier. Enfin, clairement, on s'échange nos bons contacts. Oui, puis comme tu disais, parce que j'ai fait un lapsus entre investisseur et entrepreneur, mais parce que je suis aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mais du coup, effectivement, je pense qu'on peut aussi très vite se sentir isolé. C'était ce que tu disais, Ouais. pouvoir échanger sur les mêmes problématiques, se comprendre, etc. Et je pense que pour quelqu'un qui veut en faire son métier, en fait, l'investissement immobilier, ça permet aussi de ne pas être tout seul et d'avoir l'impression de faire partie d'une équipe, même si c'est pas le cas au quotidien, mais Ouais. je vois un petit peu ça comme ça aussi, quoi. Alors oui et non, c'est-à-dire que moi je me sens pas seule en tant qu'investisseuse parce que tout le long de ton projet, même si, ce qui n'est pas le cas, hein, je ne parlais pas à d'autres investisseurs, bah en fait tu es toujours au contact.
d'agent immobilier au départ parce que tu fais tes visites, de banquier ensuite parce que tu vas aller lever de la dette, de tes artisans ensuite parce que tu es en plein travaux, et des locataires, etc. Parce que voilà, c'est bon, ton logement il est sur le marché locatif et qu'il faut gérer cette partie-là. Et en fait, bon, selon les investisseurs, c'est une boucle, tu vois. Tu fais un projet, t'en refais un autre, puis t'en refais un autre, puis... donc finalement, t'es toujours quand même un peu entouré. Mais en vrai, je me rends compte que, à force, je pense qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas un pote investisseur ou hôtel ou en visio ou en... Et franchement, ça anime ton envie dans ce... Parce que moi, tu vois, j'en fais pas mon métier puisque j'ai mon métier à côté en CDI à temps plein. J'en fais pas mon métier, mais il n'empêche que ça reste un side business pour moi parce que je le prends comme ça. Ça reste un side business, l'investissement. Et moi, j'ai besoin d'être animée par tout ce que j'entreprends. Donc, le fait d'échanger là-dessus, c'est pas que je me sens... Oui, bien sûr, je me sens moins seule, mais c'est pas que je me sens moins seule, mais c'est que ça continue à m'animer, ça continue à me faire me poser des questions. Ça... Tu vois, hier soir, typiquement, exemple concret, j'ai deux amies qui sont en train d'acheter un appartement qu'elles veulent mettre en courte durée. Elles étaient en train de faire leur business plan et tout leur calcul de renta avec tous les chiffres, etc. Souvent, quand tu as la tête dans un projet, tu as du mal à ressortir la tête de l'eau et c'est tout à fait normal. Et ben, on s'est organisé une petite visio parce que c'est plus sympa de faire ça quand on se voit. Mais on s'est organisé une petite visio, on est resté 1 heure ensemble. Elles m'ont montré leur truc. Et moi, d'un point de vue complètement extérieur, je connais pas l'appart, je connais pas le marché où elles ont investi, je connais pas. Moi, je fais pas de courte durée, donc je connais très mal la courte durée. En tout cas, pas dans les détails. Et ben, j'ai pu leur poser des questions qu'elles se sont peut-être pas posées. J'ai pu faire des remarques sur leur fichier qu'elles ne voyaient pas parce qu'en fait le fichier ça fait 3 jours qu'elles sont dessus et qu'elles ne voient plus finalement au bout d'un moment. Et en fait ça sert à ça le réseau. Et elles sont ressorties avec des infos en plus que j'ai pu leur transmettre de par mes questions, de par mes interrogations ou de par mes affirmations parce que je sais que ça se passe de telle ou telle manière, tu vois. Typiquement, elles, leur problématique, c'est d'aller chercher de la rentabilité. Elles avaient pris l'assurance classique de leur banque. On sait qu'une assurance emprunteur bancaire est quand même a priori plus chère. En tout cas, c'est un axe d'optimisation financier. Selon ta banque, soit tu joues le jeu, en fait il y a deux écoles, c'est tu joues le jeu parce que ta banque te finance plein de biens, etc. et tu restes chez eux parce que bah, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Soit la banque s'en fiche complètement, en l'occurrence c'est leur cas, et bah, tout de suite tu peux gagner 50, 60, 80 euros par mois comme ça en changeant d'assurance emprunteur. Elle n'y avait pas pensé, bah, c'est un axe. Après, à voir quelle relation elles ont avec leur banque et si c'est un choix stratégique à faire. Mais 80 euros par mois, c'est quand même pas négligeable. Fois 12 mois, fois 20 ans de crédit. Ouais, tu t'apportes un regard extérieur, un recul qui permet de poser les bonnes questions aussi. Et après, chaque entrepreneur, chaque investisseur fait ses propres choix aussi. Mais Exactement. du coup, t'apportes aussi une direction, quoi. Okay. Ouais, c'est exactement ça. C'est une autre vision. Chaque investisseur a sa propre vision et d'avoir le regard des autres, c'est hyper important. Et du coup, tu parles de vision, mais si tu devais me donner, selon toi, les principales qualités que doit avoir un investisseur en immobilier, est-ce que ça à la portée de tout le monde, quoi? Est-ce que quelles seraient les qualités selon toi qui sont indispensables pour ça? Non, c'est pas à la portée de tout le monde, pas pour une question de compétence ou d'intelligence. C'est pas ça le délire parce qu'en fait si t'as envie de te former à un truc, tout le monde est capable de se former à un truc. Si t'as envie de mettre 10 000 euros de côté, bah, tout le monde est capable de mettre 10 000 euros de côté à coût de 50 euros par mois. Enfin, bref. Mais par la personnalité, c'est-à-dire que pour être investisseur, il faut que ça t'intéresse. Il faut que tu aies quand même un minimum d'appétence
pour l'immobilier, parce que si ça te fait royalement chier, en fait, tu vas le faire à reculons et tu vas faire des mauvais choix, à mon sens. Donc je dirais que les principales qualités, c'est déjà, t'aimes un minimum l'immobilier et ça te parle, quoi. C'est pas... C'est quoi ton pourquoi? On le dit souvent, ça, mais c'est quoi ton pourquoi? Si ton pourquoi, c'est juste de faire de l'argent, je sais pas. Mais ça, c'est ma propre vision. C'est quoi ton pourquoi? Et peut-être que pour ce pourquoi-là, il te faut de l'argent. Mais c'est un outil. C'est pas ton pourquoi l'argent. Et c'est vrai que je trouve qu'on fait souvent l'amalgame, ou en tout cas le raccourci sur les investisseurs immobiliers en mode ils veulent faire de l'argent. Ouais, bon. Oui, mais pourquoi on a besoin d'argent? En vrai, le vrai pourquoi, il est ailleurs, quoi. Et, et les autres qualités, ce serait la capacité d'analyse, la capacité de se remettre en question, ou de remettre en question ses choix, hein, pas soit sa personnalité, hein, mais de remettre en question, de se remettre en question. La capacité soit de s'investir très fort, soit de savoir déléguer très fort. Et c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. Et je pensais que tu allais me dire qu'une des qualités premières, déjà, c'était d'être riche, d'avoir déjà beaucoup d'argent pour pouvoir investir. Ah mais non. Et du coup, est-ce qu'il faut être riche pour pouvoir investir dans l'immobilier? Bah, c'est sûr que si tu as déjà un patrimoine, c'est plus facile. Enfin, du cash, c'est plus facile. Mais non. Je veux dire, t'es pas obligé d'acheter un immeuble à 1 million d'euros. Tu peux t'acheter un petit appart à 25 000 euros dans certaines petites villes. T'es pas obligé d'aller dans des grandes villes comme Lyon. Tu peux aller dans des campagnes et proposer un T3 qui va te coûter 3 fois rien. Et avec peu de travaux, si tu veux, tu peux faire une opération à moins de 100 000 euros. Et aujourd'hui, sauf évidemment si tu es en recherche d'emploi et que tu as une situation que les banques vont moins aimer, aujourd'hui, tout le monde est capable d'emprunter 100 000 euros. Pratiquement. En fait, à la banque, il faut raconter une histoire, si tu veux. À la banque, faut pas juste te pointer en leur disant « Salut, prête-moi 100 000 euros ». Super. Moi, si je viens te voir, toi, Perrine, en te disant vas-y, prête-moi 100 000 euros parce que t'es riche et que je sais que t'as 100 000 euros, tu vas me dire bah oui, mais pourquoi et comment et qu'est-ce qui me dit que tu vas pas perdre cet argent bêtement. Mais c'est exactement la même chose. Il faut aller expliquer tout ça. Il faut faire des dossiers bancaires bien montés, bien expliqués, aller raconter qui tu es. Et le projet que tu portes à ta banque pour qu'ils te prêtent 100 000 euros. Mais globalement, aujourd'hui, alors c'est plus difficile, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile de se faire prêter à 110% aujourd'hui. Mais globalement, si tu es capable de porter les frais d'avocat, j'allais dire n'importe quoi, les frais de notaire, tu es capable d'emprunter 100 000 euros, quoi. Ouais, je vois. Donc, D'où la question du pourquoi. Tu disais que c'était important de savoir pourquoi on voulait, pourquoi on avait ce projet, etc. J'ai l'impression que du coup, quand on va voir les banques, on raconte son histoire, donc d'où l'importance de connaître son pourquoi, et puis d'arriver aussi avec des choses chiffrées, pragmatiques, factuelles, et c'est un peu un mélange des deux qui fait que on aura les arguments pour pouvoir emprunter et débloquer les banques, enfin l'autorisation des banques. Je vais te donner un exemple très concret. Je vais revenir sur les appartements de Rouen, puisque on est parti sur cet exemple-là. Sur ce crédit-là, j'ai mis 3 500 euros d'apport. Bon, c'est pas grand-chose pour 3 appartes. Je pense que si tu as envie, les 3 500, tout le monde est capable de les mettre de côté en quelques années. Donc, par contre, c'est sûr que si c'est ta seule épargne, il faudra être très, très sécurisé dans tous tes calculs. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'épargne à côté, il faut que si tu empruntes 100 000, ton projet il te coûte 90 et que tu aies 10 000 de plus, quoi, par exemple, parce que sinon c'est hyper risqué. Si tu as une surprise et que tu dois sortir de l'argent et que tu l'as pas, il se passe quoi? Ton chantier s'arrête, quoi. Mais d'où l'importance d'être entouré. Parce que ça, les gens te le diront. Oui, ce que tu dis, d'être formé, d'être entouré. Attention, là, ce que tu fais, c'est un peu border. C'est très dangereux.
Et est-ce qu'il y a un bon moment pour investir? Parce que là, c'est vrai que ces derniers temps avec les banques, les taux de prêt, etc. Alors moi, je vois ça de loin parce que c'est un peu loin de mon quotidien, mais est-ce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments pour investir? Est-ce qu'il y a un bon moment pour tout? Personnellement, je suis pas sûre, je pense pas. Je pense que c'est quand on l'a décidé et quand c'est le moment, quoi. Bah voilà. En fait, je j'ai pas trop envie de répondre à cette question, j'ai plutôt envie de répondre par une autre question, c'est pourquoi on se pose si c'est pourquoi on se pose la question si c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas nos peurs qui font que on se pose la question de savoir si c'est le bon moment? Si on se pose cette question, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Hmm. Pourquoi on a peur? De quoi on a peur? Qu'est-ce qui nous inquiète? Et comment je peux m'aider sur ce sujet-là? Et là, on va plus parler de mindset parce que il me semble que c'est un point hyper important pour n'importe quel type de business, y compris l'immobilier. Comment je peux m'aider, moi, Marie, sur un point qui me tracasse et qui m'empêche d'avancer? Est-ce le bon moment? Souvent, on va se le poser par rapport aux finances, tu vois. Est-ce le bon moment? Est-ce que les banques vont prêter? Est-ce que je vais pas emprunter trop cher? Est-ce que... Ok, t'as une crainte par rapport à ça. Fais-toi accompagner par un courtier peut-être. Il pourra t'amener des réponses. Il pourra t'accompagner. Il pourra te dire quels sont les bons choix ou pas les bons choix. Parce qu'en fait, c'est son métier, il fait ça tous les jours. Oui, ça va te coûter 2500, 3000 balles. Mais grâce à ça, cet investissement-là, tu auras dépassé cette peur et voir si le courtier t'a bien accompagné, tu ne l'auras plus sur les opérations suivantes et t'iras quoi, tu vois. Est-ce le bon moment parce que les appartements sont trop chers, les propriétaires en profitent, etc. Si t'es bloqué et que t'arrives pas à visiter parce que t'as cette croyance limitante là, peut-être fais-toi accompagner par un chasseur IMO spécialisé dans l'investissement, tu vois. Oui, ça va te coûter de l'argent, mais ça va t'aider à dépasser cette crainte-là et peut-être à l'apprivoiser. Et du coup, tu parles de mindset. Toi, qu'est-ce que tu fais pour travailler ce mindset-là au quotidien et quels sont tes... Est-ce que tu as des blocages justement, que tu as réussi, des leviers que tu as réussi à... Ouais. On en a tous des blocages en vrai. Ouais. Même les investisseurs les plus expérimentés, ils ont encore des blocages. Parce qu'en fait, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est pas vrai pour tout le monde, mais plus t'investis, plus tu vas aller chercher le truc un peu plus complexe, tu vois. Parce que plus ça va, plus tu sais que tu peux complexifier un peu le projet. Donc forcément que t'as des craintes. Et pour dépasser ça, je vais rentrer un peu dans le perso, du coup, parce que le mindset, pour le coup, c'est vraiment très personnel. C'est pas un tableau Excel de rentabilité, quoi. Pour dépasser ça, moi, je me suis formée, beaucoup formée. Je me suis fait accompagner, donc je me suis fait coacher. Je fais une thérapie. On ne fait pas une thérapie forcément parce qu'on est déprimé. On fait une thérapie parce que y a des conditionnements dans l'enfance qui font que tu as du mal à faire un crédit, par exemple, parce que tes parents t'ont toujours dit que c'était mal de faire des crédits. Alors, c'est le truc très, très classique, mais voilà, il y a des conditionnements qui font que tu atteins parfois un plafond de verre, et la thérapie peut t'aider à ça. En ce moment, je suis en train de suivre une formation business, forcément dans laquelle tu travailles ton mindset. En fait, il y a plein de manières de grandir. Tu vois, je vais m'entourer d'amis qui ont déjà fait ce chemin-là aussi. On en revient au réseau. Je m'entoure d'amis qui ont fait ce chemin-là, à qui je vais pouvoir évoquer mes craintes un petit peu plus personnelles, peut-être, que j'aurais pas envie d'évoquer avec une bonne connaissance investisseur. Voilà, je... Mais encore une fois, faut-il en avoir conscience. Donc, Oui. pour en avoir conscience, Mm. je pense qu'il faut se faire coacher. Parce que le point de vue extérieur, moi, si je te coach, je vais voir des choses que tu n'as même peut-être pas conscience, tu vois, sur toi.
Oui, j'ai l'impression que c'est une vraie prise de conscience que le mindset peut avoir une incidence positive ou négative d'ailleurs Ouais, sur complètement. ton business et sur ta Complètement. vision de l'investissement, etc. Complètement. Mais pour ça, il faut en avoir conscience. Il faut identifier que, voilà, que ça peut être une problématique. Et il faut travailler dessus, quoi, un peu. C'est ce que tu dis avec Exactement. différentes choses que tu as pu mettre en Ouais. place. Et puis j'ai l'impression que c'est un parcours de vie un peu. Enfin, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Ouais, ouais, complètement. Et c'est pour ça que je crois que le coaching, en tout cas dans l'immobilier, euh, il est presque indispensable, si tu veux, pour moi, parce que il permet plus que de valider ton projet, de te faire grandir. Non pas que t'es nul et que t'as besoin d'apprendre, c'est pas du tout ça le sujet. Grandir, c'est être mis face à une vision différente, alternative, qui te permet de te dire, ok, moi j'ai une pensée, mais finalement, tous les chemins mènent à Rome. Donc finalement, il y a plein de pensées pour arriver à un même résultat. Et moi, je dois, dans mon esprit, soumettre ces différents chemins pour voir si je fais bonne voie, en fait. Le fameux biais de confirmation ou la fameuse croyance limitante, quoi, finalement. Et toi, t'aimerais justement accompagner des gens, faire du coaching? Parce que on disait que c'est intéressant de se faire accompagner par Ouais, quelqu'un qui a déjà franchi quelques étapes. ouais. Toi, t'as déjà bien avancé dans ton projet avec plusieurs biens. Et du coup, est-ce que toi, tu aurais envie justement d'accompagner des gens sur ce chemin-là? Je le fais déjà. Je le fais déjà directement et indirectement, je pense. Je le fais déjà. En fait, on est tous l'inspiration de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que je le fais déjà dans les soirées réseau, dans les échanges que je peux avoir de manière informelle avec d'autres investisseurs, etc. Je le fais déjà sur mes réseaux en partageant mes aventures quotidiennes, c'est-à-dire que je vais visiter, je partage ma visite avec peut-être une voix off qui dit bah là il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mon dossier bancaire, mes questionnements sur des travaux, etc. Donc ça, je pense que indirectement, ça reste du coaching. Et je le fais déjà de manière directe, c'est-à-dire tu as un projet, ben, typiquement hier avec mes amis. Alors effectivement, je les ai pas fait payer, c'est mes amis, mais elles ont besoin d'un regard extérieur à leur projet pour aller dénouer des sujets. On a pris 1 heure et on s'est posé des questions, on a trouvé des réponses, on s'est posé d'autres questions auxquelles elles doivent répondre, etc., etc. Donc mon métier, mon CDI, mon métier initial, c'est déjà du coaching si tu veux. Donc assez instinctivement, je vais avoir cette posture avec les gens qui vont faire de l'immobilier et qui me poseraient des questions, quoi. Il y a une question que je me pose aussi. Imaginons que bah, j'ai envie d'investir, mais si je trouve rien, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a rien sur le marché, que quand je regarde les annonces, je vois rien qui correspond à mon budget, mon projet. Ouais, Bah, si je reste bloquée là, qu'est-ce qui se passe en fait? ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est le premier blocage que beaucoup vont rencontrer. Je suis sur le bon coin, je regarde des annonces, je remplis mon tableau go no go, donc mon tableau pour calculer la rentabilité du bien. C'est pas rentable, je passe à un autre bien, etc. etc. Et en fait, comme ça, tu peux scroller très très longtemps sur le bon coin sans trouver un appartement. Et en plus, quand même, la plupart du temps, tu appréhendes la visite avec l'agent IMO. Alors, déjà, si on trouvait 50 biens rentables sur le bon coin, ça se saurait. En fait, la rentabilité, c'est un peu toi qui l'as créée. Vraiment, je pense que c'est très très rare, ou alors c'est une anomalie de marché, ou alors c'est un coup de bol. Mais je pense que c'est très très rare un investisseur qui ne négocie pas son achat immobilier. Donc il faut partir du principe que
quand tu regardes tes annonces, combien je dois acheter cet appart pour qu'il soit rentable? Est-ce que cette négociation semble possible ou pas possible? Je vais démystifier le truc. Hein. Il est tout à fait possible pour un bien à 190 000 euros de l'avoir à 150 000 euros. Voire plus. Voilà. Ça c'est une négociation que j'ai faite. Donc en fait, il faut pas partir du principe qu'une négociation c'est 2 000, 3 000, 5 000 euros. Parfois, tu n'auras pas besoin de négocier. Parce que voilà, le bien est sur le marché et au bon prix et ça te permet de rentrer dans une rentabilité. Mais parfois, il faudra négocier 10 000, 20 000, 30 000. Et il faut partir du principe que tout est possible. Donc, s'il y a un bien qui te plaît, qui te semble rentable et répondre à tes envies d'investisseur, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, si tu le négocies, alors va visiter et négocie. Dans la formation, la toute première formation que j'ai faite, les formateurs disaient 100 visites, 10 offres, une acceptée. Bon, j'ai pas fait 100 visites pour avoir une offre, c'est un peu exagéré si tu veux, mais c'est un peu pour avoir un peu le process, tu vois. Et plutôt que de rester coincé derrière ton ordinateur parce que tu trouves pas d'annonce rentable, visite en fait. Visite parce que on a aussi cette pression, en tout cas moi je l'avais au départ, cette pression de je vais paraître ridicule, je vais poser des questions un peu cons, mon discours va pas être assuré, etc. Oui, mais si tu fais pas de visite, ton discours sera jamais assuré et tu verras que plus tu fais des visites, la première elle sera nulle, la deuxième elle sera un peu moins nulle, la troisième elle sera normale. Au moins t'auras plus de stress, la quatrième elle sera parfaite et la cinquième le mec va te prendre au sérieux, tu vois. Donc en fait, faut faire des visites tests. Même si tu sais que l'appartement, il y a quand même peu de chances que tu arrives à le négocier. En fait, on n'en sait rien. Tente. Tente et vois ce que ça donne. Et si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Donc, il n'y a pas de bien rentable sur le bon coin. C'est toi qui fais ton bien rentable. Il y a des biens que tu négocies. Il faut partir du principe que si ton bien il est affiché à 100 000 et que tu as besoin de le négocier à 80 pour que ton opération soit rentable, va le visiter. Si sur place ça confirme, fais cette proposition de négociation. Elle est refusée, elle est refusée. Elle est acceptée, t'as tout gagné. Et tu dis négocier. Comment on négocie? Alors, évidemment, on négocie toujours avec des bonnes raisons. C'est-à-dire, généralement, on va quand même... Alors, tu regardes le prix du marché. Comment cet appartement se situe par rapport au prix du marché, au mètre carré? C'est-à-dire que si l'appartement, il est à 3 000 euros du mètre carré, et que le prix du marché, il est à 3 000 euros du mètre carré, alors que cet appartement, il y a, je sais pas, 30, 40, 50 000 euros de travaux, c'est un premier point de négociation. L'appartement est mal évalué. Premier truc. En ce moment, il y a un gros sujet sur le DPE, donc tout ce qui est énergétique autour des appartements. Il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas envie de se casser la tête avec des travaux et qui vont revendre des appartements qui ne répondent plus aux normes énergétiques. Ça peut être un levier pour les investisseurs, c'est oui, votre appartement il a une très mauvaise note, je vais avoir beaucoup de travaux pour remonter la note énergétique de l'appartement, je vais devoir changer le chauffage, je vais devoir faire de l'isolation, je vais devoir blablabla. Je négocie. L'appartement, ça fait 6 mois qu'il est sur le marché. Ok. Ça fait 6 mois qu'il est sur le marché, moi je t'ai fait une offre. Tu la refuses, sache que dans 2 mois, elle est toujours valable si t'as pas vendu ton bien. Il y a quand même... Il y a quand même pas mal de leviers, surtout les travaux, surtout depuis quand l'appartement est sur le marché. Et une dernière, mais qui est quand même moins accessible quand tu commences, plus ton bien est grand, cher, un immeuble,
bah, moins tu as de concurrence, moins tu as de gens qui vont se positionner sur ce type de bien, et là tu peux négocier. Une dernière chose, mais que je recommande pas forcément parce que pour moi il faut aller faire un crédit. Si tu es sûr de ton coût, si tu es sûr que tu n'auras pas de problème pour lever de la dette, tu peux ne pas mettre de clause suspensive de crédit dans ton compromis. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que moi, si j'achète un appartement, je vais mettre une clause suspensive d'obtention de mon crédit immobilier. Ça veut dire que si j'ai pas mon crédit, alors le compromis saute sans pénalité. Mais ça veut dire que le propriétaire, il a perdu 3 mois. Si j'enlève cette clause suspensive, on la met automatiquement dans les compromis. Si cette clause saute, j'y pense parce que j'ai un ami qui a fait ça il y a une semaine. Si cette clause saute, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, ce compromis devra aller au bout. Ça veut dire que ce bien est vendu. La personne doit se débrouiller pour trouver les fonds, crédit ou pas crédit, pour acheter l'appartement. Mais du coup, ça réduit la durée, c'est ça? Ça peut réduire la durée, mais pas forcément. Mais en tout cas, ça assure au vendeur que ce bien-là va être vendu. Donc il va peut-être être plus enclin à accepter une négociation plus forte. Ok, je vois. Parce que le propriétaire prend moins de risques. Ok, je vois. Ok. Et il y a une question aussi que je me pose, c'est que là, moi, aujourd'hui, je suis locataire de ma résidence principale. Ouais. Mais j'ai l'impression que, en fait, pour pouvoir faire l'investissement immobilier, il faut déjà être propriétaire de son propre appartement. Alors toi, tu m'as dit que non. Ouais. T'es locataire de ta résidence principale. Du coup, apparemment, c'est possible. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Pourquoi t'es pas propriétaire aujourd'hui de ton logement? Tout est question de charge, en fait. Je dirais qu'il n'y a pas... Pour investir, il ne faut pas être déjà propriétaire de sa résidence ou il ne faut pas être locataire de sa résidence principale. D'une manière générale, il faut plutôt se dire que au départ, et c'est pas une généralité, il faut avoir le moins de charges possible pour que le banquier n'ait pas peur et te prête. Et pour pouvoir montrer au banquier, regarde, j'ai déjà fait une opération, elle se passe super bien. Regarde, j'ai fait ma deuxième, elle se passe super bien. Donc tu peux avoir confiance en moi et me financer une troisième, et une quatrième et une cinquième opération. Je pense, j'ai pas vraiment la réponse, mais je pense que on part du principe, au contraire, dans les investisseurs, qu'il vaut mieux rester locataire plutôt que propriétaire, parce que généralement, pour un même appart, ton loyer te coûte moins cher que ce que te coûterait ton crédit. Et donc, tout naturellement, dans les tableaux des banques, tu as moins d'endettement si tu es locataire que si tu es propriétaire. Mais il n'y a pas de réponse, toute faite en fait. Moi, je suis locataire et tu vois, j'ai pu investir et je continue à enchaîner comme ça. Et il y en a, leur premier investissement, c'était leur résidence principale, tu vois. C'est juste que dans tous les cas, ta banque, que tu sois locataire ou que tu sois propriétaire, va prendre ton loyer ou ton crédit comme un endettement déjà en route, quoi. Donc franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. En vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Et pour preuve, j'ai pour ambition d'acheter ma résidence principale. Mais parce que ça va pas modifier mon endettement, tu vois. Ok. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie là-dessus. Chacun sa vie, chacun, tu vois. Si t'es en couple et que tu as ta résidence principale avec ton compagnon, mais que toi, t'es seul à investir, potentiellement ton crédit immobilier pour ta résidence principale coûte 1 000 €, bah, à ta banque, tu pourras lui faire considérer que ton endettement, c'est 500 € par mois, quoi. Tu vois, la moitié de ce crédit. Bon. Ok, je vois. Non, il n'y a pas de stratégie. Pour moi, il n'y a pas de stratégie à respecter là-dessus. Ok. C'est juste que c'est à prendre en compte dans ce qu'on va demander aux banques. Tout est possible. En vrai, ça...
Et tout dépend des banques et des conseillers, en vrai aussi. Hein. Mm. Il y a des banques qui vont peut-être pas te prêter parce que t'es pas propriétaire de ta résidence principale, mais il y en a plein qui vont te prêter. Donc, en vrai, quand t'as des freins comme ça, faut pas hésiter. Et si tu savais le nombre d'investisseurs qui font 5, 6, 10 banques pour se faire financer un investissement, c'est pas parce que t'as 2 banques qui te refusent que c'est foutu qu'il faut lâcher l'affaire, quoi. Ok. Bah après, si les banques te refusent, faut se poser la question de est-ce que je présente correctement bien mon projet, est-ce que je le porte bien. Et après, bah, mais c'est hyper courant. C'est même chez les formateurs et les coachs. Hein. Parce que moi, je vois sur les réseaux hein, des coachs, des formateurs qui font 10, 12 banques pour se faire financer. Parce qu'à un moment, tu commences à être quand même bien endetté. Et c'est plus difficile, c'est normal. Hein. Oui, faut pas lâcher l'affaire et puis il faut se remettre en question, c'est ce que tu disais, sur peut-être revoir son dossier, la manière de le présenter, etc. Ouais, exactement. Trouver le petit truc qui fait que ça fonctionne pas avec telle banque, quoi. Ouais. Et du coup, toi, tu investis seul, Ouais. mais est-ce qu'on peut investir à plusieurs? Enfin, tu parlais de couple, par exemple, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut investir en couple avec quelqu'un de sa famille, avec un ou une amie? Ouais. Est-ce que ça se fait et comment ça se passe, du coup? Bien sûr, ça se fait. Alors, je considère que quand tu commences à investir en association, que ce soit la famille, un ami, un autre investisseur, ton compagnon, il faut se faire accompagner par ton notaire et voire par ton fiscaliste pour éviter toute surprise malencontreuse. Parce que quand tout se passe bien, c'est cool. Mais quand ensuite tu dois établir qui touche quoi, tu revends le bien, tu machin, il faut qu'il y ait des contrats et des choses qui soient écrites et très claires dès le départ. Et souvent, pas à 100% du temps, hein, mais souvent, tu fais ça en société, en SCI, généralement, quand c'est du locatif. Et donc, bah, tu crées une société. Moi, je pourrais créer une société avec Perrine et acheter un appartement avec Perrine. Soit tu fais 50-50, soit toi, t'as plus d'argent et puis tu peux avoir 70% et moi 30%. Et voilà. Mais c'est la société qui porte le bien, c'est pas Perrine et Marie. En revanche, Perrine et Marie sont sur les statuts de cette société, sont les gérants, les représentants de cette société. Ok. Et toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas d'investir à plusieurs aujourd'hui? Pas à court terme. Je pense que je vais avancer au maximum que je peux seule. Justement parce que j'ai probablement une peur à travailler sur l'association. Donc, et que mon credo aujourd'hui, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais je sais qu'à un moment, si je veux aller plus loin, on verra avec le temps, et porter des plus gros projets, probablement qu'il faudra que je m'associe. Mais tu vois, si on se pose la question, finalement, même quand tu investis seul, tu t'associes quand même déjà avec des gens parce que, en quelque sorte, tu fais confiance à ton banquier, tu fais confiance à tes artisans, tu fais confiance potentiellement à ta conciergerie qui va gérer ton appartement. Donc, c'est pas de l'association financière dans le sens où j'ai monté une société avec quelqu'un, mais c'est déjà un début de je donne ma confiance à quelqu'un pour mon projet. C'est peut-être le début du travail de cette crainte-là, pour moi. À voir pour la suite, alors. À voir pour la suite. Ouais. Est-ce que, Perrine, ça t'a éclairé sur l'immobilier, tout ça, du coup? Ouais, complètement. En fait, tu vois, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, il y a autant d'investisseurs IMO que de projets, etc. Vraiment, Ouais, ça dépend clairement. de sa vision. Ouais, clairement. Tu vois, tu me parlais de ta créativité, mais j'imaginais pas du tout qu'il y avait une part créative Ouais. quand on se lance dans ce genre de projet. Donc, je trouve que ça dépend vraiment de quel investisseur on a envie d'être. Du coup, il y a de la place pour pas mal de gens aussi, en fait. Et des gens très différents. Ouais, c'est Ouais. ça. Et puis, chose aussi que j'imaginais pas forcément, c'est qu'en fait, pour être déjà très intéressée par l'entrepreneuriat, etc., je voyais pas ça comme un projet entrepreneurial en soi, mais en fait, j'ai l'impression que chaque bien
c'est une expérience entrepreneuriale. Comme je Complètement. disais, avec l'étude de marché, Mais oui. fixer son tarif, voilà, la qualité de la prestation, bref. Tout ça, en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, chaque fois, c'est un nouveau micro-projet dans le gros projet qui est ce projet d'investissement immobilier. Ouais. Donc, c'est clair qu'il faut, je pense, un mindset d'entrepreneur. Il faut se faire accompagner aussi, tu le disais, ça c'est important. Mais finalement, c'est la même chose quand on est entrepreneur. Ouais. C'est la même chose quand t'es étudiant, Ouais. c'est la même chose, bah, quelle que soit la phase de ta vie, regarde, quand t'es bébé, t'apprends à marcher, t'as tes parents à côté, enfin, tu vois, et tu vas te casser la gueule, mais tes parents seront là pour te ramasser ou pour te dire attention quand tu t'apprêtes à faire quelque chose qui va te faire mal, par exemple. Donc moi, je trouve que c'est comme ça dans toutes les phases de la vie, et que t'as pas nécessairement besoin d'être accompagné. En revanche, si t'es accompagné, tu vas aller plus vite et tu vas comprendre plus vite, tu vois. Mais pour le côté entrepreneurial, c'est clairement gérer une mini-entreprise, de gérer un appartement. En tout cas, l'investissement rentable, hein, j'entends, parce qu'il y en a qui achètent des apparts parce que c'est comme un placement pour eux de leur argent et qu'ils en attendent rien parce qu'ils ont déjà un gros patrimoine, etc. Il y a pas de... Nous, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de... grâce à l'immobilier, je crée de la valeur financière. Tu vois, par exemple, si je reviens sur, dans ce que tu me racontais, si je reviens sur les apparts de Rouen, j'ai fait 3 apparts, j'aurais pu faire les 3 mêmes. Et pas me casser la tête, tu vois. Les mêmes meubles, le même carrelage, le même parquet, le même tout. Et moi, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de ça. Et je critique pas ceux qui auraient fait ce choix-là. Il n'y a pas de souci. Mais moi, en tant qu'investisseuse et qu'entrepreneuse, j'ai pas envie de ça. J'ai envie que mes apparts correspondent à des locataires différents. Si demain, dans ma stratégie, je décide de les mettre en courte durée, par exemple, pour X raisons, je peux pas me permettre d'avoir... Et ça, c'est un côté un peu sécuritaire aussi, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai pas envie d'avoir les 3 mêmes apparts parce que je serais bien embêtée d'avoir exactement la même déco. Donc, tu vois, j'ai fait les 3 apparts différents. Donc, c'est plus de temps, plus de réflexion, l'achat des meubles, etc. Ouais, c'est... Mais j'ai l'impression que tu prends du plaisir aussi à ça. bah, C'est là que ton oui. côté créatif il Bah ressort oui, oui, aussi. oui, oui. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, c'est accessible en fait. Alors que tu vois, je trouvais ça, l'immobilier pour moi, c'était voilà. Il y avait une question d'apport financier, donc c'était pas forcément très accessible. Mais en fait, j'ai l'impression. C'est tes croyances, c'est Oui, tes propres croyances, tu vois. complètement. Et au final, je pense que c'est accessible et qu'il faut juste en avoir envie et trouver ce qui nous motive dans le projet. Et voilà, que ça nous fasse un peu vibrer en fait. Pour que ça devienne un plaisir et pas juste quelque chose de financier en fait. Comme dans n'importe quel projet. Comme tout le temps, bah oui, au final. Ouais. Comme dans n'importe quel projet. Y a des personnes qui vont être hyper épanouies dans un CDI parce qu'elles font, j'en sais rien moi, elles sont infirmières et malgré la difficulté du métier, elles vont être épanouies parce qu'elles sont aux côtés des gens et qu'elles les accompagnent dans une difficulté médicale. Comme tu as des gens qui n'envisagent même pas d'être salariés et pour qui la liberté, c'est... elle n'est pas financière, mais elle est... tu vois, tu gères ton planning et si tu as envie de bosser le soir à minuit, bah, c'est comme ça que tu bosses parce que tu es à ton compte et tu as le choix, tu vois. Et parce que c'est ça qui te fait vibrer, ou en tout cas qui te rend heureux dans la vie, quoi. C'est encore une histoire de mindset. C'est quoi ton pourquoi ? Est-ce que ton pourquoi, c'est de soigner des gens à l'hôpital parce que tu as envie d'accompagner ces gens-là en fin de vie ou peu importe ? Ou est-ce que ton pourquoi, c'est ta liberté géographique ou ta liberté temporelle, tu vois, dans le temps, de choisir quand tu travailles et quand tu travailles pas ? Pour certains, le pourquoi, c'est la liberté financière. Voilà. Ok, bah merci pour toutes ces infos qui m'ont bien éclairée et qui ouvrent un peu l'esprit sur ce que c'est l'investissement immobilier, je trouve. Peut-être un jour, je t'accompagnerai dans ton Avec projet plaisir. immobilier. Merci, Perrine.